Est-ce que ça a démarré? L'enregistrement a démarré. Eh bien, l'afterwork peut commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet afterwork Voix de docteur spécial sur les métiers de la recherche clinique. Alors, je suis ravie de pouvoir vous redire bonjour après une longue pause de notre saga série Voix de docteur. Donc, je me représente pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Candice Chailloux et je suis en charge de la valorisation du doctorat à l'Université Bourgogne-Franche-Comté. En gros, je m'intéresse à la carrière des docteurs, à leur employabilité, à leur projet de carrière et j'essaye de mettre en place tout un tas de choses, de dispositifs de formation, d'animation en lien avec votre projet professionnel, à vous les doctorants. Alors, peut-être un rappel du principe de ces afterworks, puisque ça fait bientôt 2 ans, voire 3, je crois, non, en 2024, c'était 2021, ça fait 3 ans qu'on a lancé les afterworks Voix de Docteur. Le principe, c'était de répondre à un besoin d'information carrière après le doctorat. Et l'idée, c'était de faire intervenir sur des formats 1 heure, 1 h 30, des docteurs en poste pour parler de leur après-thèse, pour pouvoir inspirer les doctorants participants sur leur projet de carrière. Le doctorat peut amener à tout un tas toute une variété de postes. Et l'idée, c'était de vous proposer sur ces séries de webinaires des témoignages inspirants que vous pourrez piocher à la fois sur des postes académiques, mais aussi sur des postes extra-académiques. Donc, on en a fait une dizaine jusqu'à présent. C'est le 11e Voix de Docteur qu'on organise depuis 3 ans. Donc, je suis ravie de vous réaccueillir parce qu'aujourd'hui, c'est une thématique un peu particulière. On va faire un focus sur les métiers de la recherche clinique, qui sont de belles opportunités de carrière postdoctorale. Peut-être que vous ne savez pas bien de quoi il s'agit. L'idée, c'est aujourd'hui d'éclairer, de faire un coup de projecteur sur ces métiers-là et de vous montrer que les profils de docteurs peuvent être de très bons profils pour accéder à ces métiers. Quoi de mieux que de parler de la recherche postdoctorale et en faisant témoigner des docteurs en poste. Donc là, comment dire, le voix de docteur de ce soir, il est consacré au métier de la recherche clinique et du coup, on l'a organisé en partenariat avec l'AFCRO, et l'Association des jeunes chercheurs en environnement santé de Bourgogne-Franche-Comté, que vous voyez, donc Alexandre Malouvier qui parlera avec une double casquette, à la fois de son parcours dans les CRO et à la fois en tant que membre actif de l'AFCRO. Et puis Clémence Léger. Clémence, on te voit assez peu en haut de votre écran, qui est donc la présidente de l'AJCES. C'est un format un peu particulier aujourd'hui parce que jusqu'à présent, on a fait des voix de docteur uniquement en ligne. Et puis bah, là, finalement, il y a un format un peu hybride puisqu'il y a une retransmission en direct à Dijon qui a été proposée par la JCES. Clémence, peut-être je peux te laisser quelques minutes pour présenter un petit peu ce que c'est que la JCES. Peut-être qu'en tant que doctorant en environnement santé, vous n'en avez pas connaissance. Donc, c'est une bonne opportunité aussi de vous rendre visible. Donc, si tu peux nous décrire en quelques minutes de quoi il s'agit, puis après, on passera vraiment à la phase de témoignage. Oui, alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, c'est Si. bon. Alors, je m'appelle Clémence Léger, je suis doctorante en 2e année et je suis présidente de l'association des jeunes chercheurs en environnement santé. C'est une association donc de doctorants des domaines de l'environnement et de la santé, des domaines assez larges, donc l'école doctorale environnement santé de Bourgogne-Franche-Comté. C'est une association qui vise à promouvoir la recherche auprès des jeunes étudiants et aussi de valoriser la recherche pour les doctorants. Et aussi, notre but, c'est de faire rencontrer les doctorants entre eux, de favoriser les rencontres. Voilà, donc là, on a un public quand même assez large. On a surtout des doctorants, je crois, mais ça permet vraiment d'étendre un petit peu les connaissances sur les métiers de la recherche, en particulier pour les doctorants. Donc, c'est un de nos objectifs. Voilà. Alors, sachez qu'à l'issue de l'afterwork, la JCES vous propose un petit pot de convivialité dans l'amphi-ampère dans le bâtiment Sciences Gabriel. Donc, on vous invite, même si vous n'êtes pas présent à la retransmission là actuellement, à nous rejoindre parce que ce petit pot de convivialité seront présents Alexandre Mélou et Adrien Quilès, qui sont l'un deux de nos intervenants du soir, qui vont nous faire l'honneur de leur présence après.
Donc, restez jusqu'au bout et puis venez nous rejoindre en présentiel. C'est une formule un peu singulière et exceptionnelle aujourd'hui. Donc, venez en profiter autour d'un verre pour poursuivre les échanges. Euh, je précise que cette after work est enregistrée et donc sera accessible en replay sur nos canaux. On recommuniquera auprès de vous quand le replay sera accessible. Mais peut-être place au témoignage, parce que c'est un petit peu pour ça que vous êtes venus, les métiers de la recherche clinique comme opportunité de carrière postdoctorale. Pour éclairer cette thématique, alors on a 3 intervenants. Alors c'est très masculin comme barre des témoins. Je m'en excuse. Je suis ravie de vous accueillir, hein, les 3. Il aurait pu être sympa d'avoir une représentante de la gente féminine, mais sachez que il s'agit de postes aussi qui sont destinés aux filles et aux femmes. Donc, n'hésitez pas, hein, en tant que femme, à postuler à ces métiers. Il se trouve que juste que les personnes qu'on avait identifiées de la gente féminine n'étaient pas forcément disponibles sur cette date. Mais en tout cas, merci à nos 3 intervenants que je vais présenter très sommairement parce qu'après, ils le feront sur quelques minutes. Nous avons Alexandre Malouvier, qui est docteur en physiologie et directeur des affaires scientifiques et de l'innovation numérique chez ICON et qui, comme je le disais, est membre actif de l'AFPRO. Merci beaucoup, Alexandre, d'être avec nous et de nous faire profiter de ton témoignage. Avec plaisir, Candice. Un autre Alexandre, vous allez voir, je vais m'empêtrer toute la soirée avec les prénoms des Alexandres. Alexandre Melou, qui est pharmacien, docteur en physiologie, ancien chargé de recherche clinique chez ICTA, qui est repassé dans le secteur académique en qualité de maître de conférence à l'INSERM dans l'unité 1093 CAPS. Et donc, du coup, on va avoir un double témoignage sur son expérience. Bonjour Alexandre et merci d'être là. Bonjour à tous, merci Candice pour l'invitation. Notre dernier intervenant est Adrien Quiles, qui est docteur en écologie évolutive et qui est actuellement attaché de recherche clinique chez MSD. Bonjour Adrien et merci d'être là. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité et d'avoir organisé ce meeting. Avec grand plaisir. Eh ben, on va passer directement dans le vif du sujet. Peut-être que... Ah oui, sinon, une dernière chose. Côté questions et échanges, on vous invite vraiment, vraiment, vraiment à poser toutes vos questions. Vous êtes là, ils sont là pour vous, pour répondre à vos questions sur les métiers de la recherche clinique et leur expérience. Ils vont témoigner. On a prévu un temps d'échange à l'issue d'une première intervention d'Alexandre en tant que membre actif de l'AFCRO pour vous présenter un peu les métiers de la recherche clinique et le balayage. Il y aura une seconde partie plutôt sur les témoignages autour des parcours professionnels de nos 3 intervenants. Donc, sur les 10 premières minutes, il y aura un petit temps d'échange. N'hésitez pas dans tous les cas à poser vos questions dans le chat si vous êtes en ligne. Et puis, on prendra un temps, 5 minutes après la première intervention d'Alexandre Malouvier pour aborder les questions qui auront été posées. Et ensuite, à l'issue de la deuxième partie témoignage, il y aura un long temps d'échange d'une vingtaine de minutes. N'attendez pas pour poser vos questions, posez-les au fil de l'eau et ce sera Clémence et Baptiste Pernon, qu'on n'a peut-être pas présenté, qui est vice-président, qui modéreront les questions sur cette fin d'afterwork. Donc, soyez actifs aussi dans vos questions. C'est une chance qu'on ait nos 3 intervenants avec nous, donc profitez-en en direct. On va commencer. Alexandre Malouvier, je te laisse prendre la parole pour éclairer peut-être un peu ce que c'est que une sorte de balayage de big picture de ce que sont les MRC, donc les métiers de la recherche clinique. Qu'est-ce que c'est que la recherche clinique? Quelles sont les grandes typologies des métiers de la recherche clinique? En quoi le doctorat peut être un profil intéressant dans ces types de métiers? Quels sont les besoins en recrutement, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus sur une dizaine de minutes, s'il te plaît? Certainement, Candice. Donc, bonjour à tous. Donc, la recherche clinique, c'est la recherche qui se fait au lit du patient, en fait, on va dire. Et c'est la recherche qui est nécessaire pour faire avancer la science. Donc, on pense recherche clinique en général autour du médicament, du dispositif médical, mais ça concerne toutes les avancées de la médecine pour faire avancer nos pratiques. Donc, c'est quelque chose d'assez ancien, mais qui a été formalisé relativement tardivement. Donc, vous pouvez voir un bon exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, qui était la médecine des mandarins, avec des exemples qu'on voit du côté de Marseille, où les gens savent ce qui est bon pour le patient.
Et donc la recherche clinique, elle est basée sur la médecine, c'est la médecine basée sur les preuves. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de démontrer de manière scientifique qu'un produit fonctionne, qu'une méthodologie fonctionne, et c'est comme ça qu'on fait avancer la médecine, pas simplement sur des histoires de chasse. Donc la recherche clinique a vraiment été démarrée par les anglo-saxons. Et nous, on a emboîté le pas assez rapidement. C'est très évolué en Europe. Les leaders sont certainement les Anglais, les Espagnols et nous, et en partie les Allemands. Et il y a plein de métiers qui tournent autour de la recherche clinique. Alors, dans les métiers traditionnels, ce que vous avez aujourd'hui, on a tous été des anciens attachés de recherche clinique. Et l'attaché de recherche clinique, il est basé dans les opérations, ce qu'on appelle les opérations cliniques. Vous allez trouver des coordinateurs d'essais et des chefs de projet qui font fonctionner les équipes. Et nous, notre boulot, c'est un boulot qui n'est pas forcément extrêmement sexy a priori, mais qui peut être fascinant quand il est bien fait. On va s'assurer d'abord de la sécurité, enfin de la sécurité des patients. C'est notre premier job. On est là pour protéger les patients avant tout. Et puis vérifier que l'essai clinique se fait de manière normale. Alors, ce qui est important de comprendre en recherche clinique, c'est qu'on est une profession réglementée. De la même manière que l'aéronautique et le nucléaire, on est sous des réglementations qui sont extrêmement strictes et qui ont évolué dans le temps suite à différents scandales, exactement comme les autres choses. Par exemple, la FDA s'est construite autour de scandales sanitaires importants. Et donc, nous, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On est extrêmement réglementé. Il existe des réglementations qui sont européennes, françaises, et en fait, on travaille dans le cadre de ce qu'on appelle les ICH, International Conference on Harmonization, qui fait qu'à travers le monde entier, tout le monde travaille de la même manière et tous les éléments de la recherche clinique sont encadrés par ces pratiques. Celles que tout le monde connaisse, c'est les bonnes pratiques cliniques, les BPC, qu'on est obligé de suivre et que tout le monde malheureusement ne suive pas, mais nous, on le fait. Et si vous ne les suivez pas, vous risquez de terminer en prison. Donc les bonnes pratiques cliniques, c'est celles qui s'assurent de la protection des patients et de la validité scientifique de la méthodologie et des résultats qu'on obtient. Donc le travail d'un ARC, c'est d'être l'interface entre ce qu'on appelle le sponsor, c'est-à-dire celui qui est le promoteur de l'étude, ça peut être un laboratoire, ça peut être une institution, et le centre où on fait la recherche. Et donc, cet attaché de recherche clinique, il fait la liaison entre les deux. Il s'assure que toutes les données qui sont collectées sont réelles, que le patient est protégé, que le médicament est dépensé et dispensé de manière cohérente. Donc, l'étalon or à l'heure actuelle de la recherche clinique, c'est ce qu'on appelle l'essai randomisé en double aveugle contre placebo. Si on en reparle après, vous verrez que ça évolue. Donc, c'est une étude dans laquelle les patients sont randomisés, c'est-à-dire ils sont tirés au sort, ils ne savent pas quel traitement ils vont prendre. C'est en double aveugle, le patient ne sait pas ce qu'il prend et normalement le médecin ne sait pas ce qu'il donne. Et en théorie, toujours dans un monde parfait, c'est un médicament versus un placebo, c'est-à-dire un produit qui n'est pas actif. Et donc c'est ça qui va vous permettre de vous amener le plus fort niveau de preuve pour dire que votre médicament, il fonctionne, il traite la maladie qu'on est en train d'évaluer et qu'en plus il n'est pas toxique, il ne rend pas le patient malade ou blessé. Donc ça, c'est le cœur du métier. Quand on parle recherche clinique, c'est ça qu'on voit. Mais il y a plein d'autres métiers autour. Donc par exemple, vous avez tous les métiers de la biométrie, des biostatistiques. Donc vous avez des statisticiens, des data managers, des gens qui travaillent sur la donnée, le data, et qui vont produire le rapport statistique qui va permettre de valider ou pas votre étude. Puis après, il y a plein d'autres métiers autour. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression qu'on voit toujours ces métiers-là, mais il y en a plein d'autres. Donc il y a des gens qui font de la qualité, il y a des gens qui font du réglementaire, il y a des gens qui font des choses aussi passionnantes que des contrats avec les centres, ça existe, oui. Il y a la pharmacovigilance, j'en ai passé. Et puis après, au-delà des métiers de la recherche clinique traditionnelle, donc ce dont vous avez entendu parler pendant la pandémie, donc phase 1, premiers essais chez l'humain, phase 2, ça marche pas, phase 3, ça marche et c'est pas toxique. Après, il y a plein de choses qui se passent dans ce qu'on appelle le medico-market, donc les late phase, les données de santé en vie réelle, où là, vous pouvez retrouver d'autres professions qui sont parfaitement adaptées aux doctorants, donc que sont par exemple le Medical Science Liaison aux affaires médicales, le MSL, c'est quelqu'un qui fait l'interface entre le labo et les praticiens, mais qui a un expert thérapeutique. Donc, vous voyez très brièvement qu'il y a plein de possibilités. Alors, la recherche clinique, ce n'est pas que le médicament, c'est aussi le dispositif médical. On voit des choses en cosméto, on voit des choses aussi autour de ce qu'on appelle les alicaments. Donc, en fait, c'est quelque chose d'assez diversifié. Donc, pas se focaliser sur le médoc, mais il y a plein d'autres choses.
Et on voit autour du dispositif médical beaucoup de choses passionnantes se mettre en place avec des choses combinées, dispositifs, médicaments. Et il y a une réglementation qui vient de sortir en Europe qui est assez stricte sur le dispositif médical. Et donc moi, je représente aujourd'hui à la fois ma boîte qui est Icon, qui est la deuxième CRO mondiale, et l'AFCRO. Et donc là, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une CRO. Une CRO, souvent les gens parlent de Clinical Research Organization, et c'est pas ça du tout. En fait, c'est une Contract Research Organization. Donc en fait, on est des mercenaires. On est contracté par les labos, par les pharma, par les biotech pour faire la recherche clinique à leur place. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les équipes, et donc ils sous-traitent cet élément de recherche clinique qui peut arriver à tous les moments. Ça peut être ça peut être du discovery, donc des gens qui recherchent les principes actifs. Ça peut être du préclinique, donc sur les animaux, des phases 1, phase 2, phase 3 et ainsi de suite. Donc moi, j'appartiens au monde des CRO. J'ai fait pratiquement toute ma carrière en CRO parce que j'aime ça. Je trouve que c'est là où les choses marrantes se passent. Et donc ces CRO se sont unis en France autour d'une association qui s'appelle l'Association française des CRO, l'AFCRO, avec un S à la fin. Vous pouvez aller voir le site si ça vous intéresse. Et vous verrez qu'on représente à peu près une centaine d'organisations qui vont de celui qui est tout seul dans son coin à des grosses boîtes comme des méga CRO comme IQVIA ou nous, à Icon, on est 42 000. Et on représente à peu près en France 9 000 personnes. Donc c'est quand même énorme, c'est un gros secteur. Et on est malheureusement pas très, très visible parce que autant il y a une reconnaissance du statut des professions médicales, autant pour l'instant, et on y travaille, il n'y a pas de reconnaissance officielle d'un statut de professionnel de la recherche clinique, mais on a bon espoir qu'on y arrive. Et donc, au sein de cette AFPRO, et au sein aussi de l'ECROF, donc il existe aussi une plus grosse association qui est European CRO Federation, à côté d'un travail que je fais sur un groupe de travail sur les données de santé en vie réelle, une partie de mes activités est autour justement des métiers de la recherche clinique qu'on essaie de promouvoir. Candice ? Il y a déjà des questions, peut-être, Clémence? Est-ce que vous êtes là dans l'amphithéâtre, Clémence? S'ils ronflent tous, c'est pas réussi. On va les poser. On a Mohamed qui... Alors, c'était de retrouver les questions. Alors, il y a des petites questions. Alors, je me retourne parce que je vois rien. Il y a Mohamed qui demande s'il est nécessaire de suivre une formation supplémentaire après un doctorat en biologie pour entrer dans un domaine de la recherche clinique. Alors, ça, c'est la question qui tue et elle est très bonne. Alors, pour revenir à autre chose, Candice, sur ta surreprésentation du chromosome Y, en fait, non, nous, on est là, vous avez typiquement un biais total, c'est 80% de femmes dans la recherche clinique. Hein. Donc, ma chef est une femme, mes 3 dernières chefs étaient des femmes, donc c'est un métier ultra féminisé, ce qui est bien pratique pour nous, mais bon. Mais non, c'est au contraire, c'est vraiment un métier qui est fait pour les femmes. Alors, pour les formations, de mon point de vue, et c'est un très très vieux problème, n'importe qui avec un doctorat peut rentrer directement en recherche clinique parce que de toute façon, les 2-3 premiers mois que vous allez passer dans votre boîte, on va vous reformer. On va vous former à votre pratique clinique, on va vous former à tout. En pratique, et ça, il y a des causes historiques pour ça sur lesquelles je ne reviendrai pas, tous les recruteurs demandent à ce qu'on ait un diplôme de recherche clinique, quel qu'il soit, dans lequel vous avez appris ce que c'est que le développement clinique. En fait, vous avez appris le jargon et si possible avec une expérience, avec un stage normalement de 6 mois, pendant lequel vous avez fait ce qu'on appelle les quatre grandes visites de monitoring qu'on connaît. Donc, la visite de sélection où vous choisissez le centre, celle de mise en place où vous mettez en place l'étude, les visites de routine de monitoring et la visite de clôture. En pratique, ça varie énormément. Il y a des gens comme moi qui sont rentrés directement il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années dans la recherche clinique directement avec mon doctorat. Maintenant, c'est plus difficile. Et ce qu'on est en train de voir à l'heure actuelle, c'est un changement un petit peu de part. Alors, il y a une grosse crise de recrutement, on a du mal à recruter, donc c'est une bonne nouvelle pour vous si vous voulez venir. Ça, je vous le dis, les pays sont excellentes et l'ambiance est bonne. Mais ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est un transfert du recyclage de doctorants et de post-doc, comme je l'ai été, vers une production initiale de gens qui sortent directement de master en général, souvent des masters en apprentissage, qui ont été formés directement à la recherche clinique et qui vont entrer directement dans la recherche clinique parce qu'ils auront cette expérience. Mais oui, pour répondre à la question de Mohamed, pour l'instant, on demande systématiquement, en plus du doctorat, d'avoir fait une formation en recherche clinique, quelle qu'elle soit, j'insiste, et si possible avec un stage. Ok, merci pour cette réponse.
Alors, j'ai une autre question de Noura. Donc, quelle est la différence entre un arc moniteur qui travaille dans le micro et un arc moniteur qui travaille dans un laboratoire pharmaceutique? Alors, la différence, elle existe entre les deux types de ce qu'on appelle de moniteurs. Donc, on parle souvent de tech. Les techs, c'est les arcs qui travaillent, les arcs hospitaliers, en fait. Et les arcs hospitaliers, ben, ils sont dans l'hôpital, ils sont pas forcément en contact avec le patient, mais ils peuvent être, mais ils sont l'interface côté centre entre l'hôpital et les promoteurs. Et après, ben, vous avez deux types d'arcs. Vous avez l'arc donc promoteur, donc qui travaille pour un labo, qui lui est le représentant du promoteur vis-à-vis du centre. Et puis vous avez nous en CRO, où on est un petit peu entre les deux, donc on représente le laboratoire vis-à-vis du centre. Il n'y a pas de différence réellement. Ben, Adrien est un bon exemple, puisque lui, il a été arc à la fois en CRO et chez le promoteur. Donc oui. Et à l'hôpital aussi. Donc j'ai fait les Et trois. Voilà. Donc l'expérience complète, le rêve. Un bon teasing, Expérience mais complète. ne spoilez pas tout, hein. Est-ce que ça répond à la question ou tu veux que je complète? Ben vas-y, Adrien. La différence du coup entre arc hospitalier, arc moniteur en CRO et arc moniteur pour un labo. Donc arc hospitalier, comme tu l'expliquais, c'est vraiment interface entre moi, j'étais en contact avec les patients, les médecins et les arcs moniteurs qui, eux, viennent des labos. Et du coup, ben, j'essayais de suivre le protocole au niveau du centre. Après, je suis passé arc moniteur pour une CRO. Et là, du coup, je bossais pour le sponsor et j'essayais de mettre en place et d'appliquer le protocole qui est demandé par le labo à l'hôpital et de vérifier la sécurité du patient et que tout est fait dans les règles. Et maintenant, je suis passé à l'intérieur d'un laboratoire. Et là, c'est différent parce que, comme tu l'as dit, il y a un truc de représentation qui est important. Et là, vraiment, quand je vais à l'hôpital, je représente le labo, donc il faut que je sois irréprochable. Donc voilà. Et après, j'ai beaucoup plus d'activités, on va dire, transversales en interne dans le labo parce que je suis là plus pour animer les équipes des CRO et tout ça et être un peu leader aussi bien sur des essais que sur des activités transversales, des workshops, des trainings, accompagner des collègues sur centre, voilà, plein de trucs. Ne spoil pas tout, Adrien. Il y a encore quelques questions. Peut-être on n'aura pas l'occasion de répondre à toutes pour pouvoir avancer. Par contre, peut-être nos intervenants, si vous pouvez éventuellement répondre dans le chat s'il y a des questions assez précises sur ce qui vient d'être dit, ça pourrait être pas mal. Notamment sur les formations. Je vois une question sur les formations en sortie de doctorat pour les BPC. Les BPC, de quoi s'agit-il? Moi, alors, Bonne pratique clinique. Voilà, merci. Parce que j'ai le sentiment que vous avez beaucoup d'acronymes dans le secteur de la recherche clinique. Alors, j'imagine que pour la plupart des participants, vous êtes au courant. Moi, personnellement, je ne le suis pas toujours. Donc, n'hésitez pas à redéfinir les acronymes quand vous en utilisez. Puis pareil, sur des profils typiques, je ne sais pas si on en reprend une ou deux peut-être, et après on passe à la partie témoignage sur les parcours. D'accord, je vois une question qui est une question importante qu'on se pose souvent, c'est faut-il un doctorat pour être ARC? Non. Le niveau d'entrée minimal, c'est licence, mais il n'y en a pas beaucoup. En général, c'est des gens qui font un master, et qui sortent d'un master, qui vont faire une formation supplémentaire et qui vont devenir attachés de recherche clinique. Je connais quelques exceptions de gens, j'en connais une ou deux, qui voulaient faire ARC, de la recherche clinique depuis le début, qui ont fait exprès un doctorat pour après rentrer dans la recherche clinique. Mais en général, la plupart des doctorants qu'on trouve sont des gens qui ont été recyclés, très clairement. Moi, ce n'était pas mon but. Moi, je voulais être astronaute, on va être très clair. Donc, mon but n'était pas de devenir attaché de recherche clinique, même si je l'ai fait après. Mais si votre stratégie, ce que je dis toujours, on fait une thèse parce qu'on a envie de faire une thèse. On ne fait pas une thèse par stratégie. Donc, si vous voulez devenir attaché de recherche clinique, le conseil qu'on vous donne, alors vous êtes tous thésards maintenant, donc c'est un peu difficile, mais si quelqu'un qui veut se professionnaliser très tôt, il faut sortir du master. Si vous avez une thèse, c'est quand même un avantage parce que vous irez plus vite, plus loin. Vous avez un potentiel. Votre doctorat sera jamais reconnu en France parce qu'on est la France, quoi. Donc on vous appellera jamais docteur. Mais dès que vous passez la frontière, vous êtes docteur et on vous reconnaît et c'est quelque chose qui est apprécié. Et nos grosses organisations internationales sont très sensibles au doctorat parce que c'est aussi un gage de sérieux vis-à-vis de nos clients.
Effectivement, j'ai mis dans le chat un lien vers les profils, le référentiel métier que vous avez sorti. N'hésitez pas à aller le consulter. Il y a vraiment tout un tas de choses qui sont dites, notamment sur les compétences clés, le cœur de métier, les missions et puis aussi les profils. Et effectivement, je rejoins ce que disait Alexandre. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un doctorat, mais on va voir justement sur la suite de l'afterwork et avec les témoignages de nos intervenants que le doctorat peut être un vrai facteur différenciant sur la carrière dans ces métiers-là. Je vous propose de passer à la partie témoignage. N'hésitez pas les autres à répondre aux questions un peu spécifiques qui ont été posées. On reprendra un temps d'échange tout à l'heure, je le rappelle. Alors là, en fait, on voudrait repasser à une partie vraiment où on interroge nos 3 intervenants sur se remettre à leur place, à votre place de doctorant ou de jeune docteur, tout jeune docteur, à la sortie de votre thèse. Quel était votre projet de carrière? Quel a été le cheminement? Qu'est-ce que vous envisagez de faire et comment vous en êtes venu à la recherche clinique avec les éléments, et si vous pouviez nous donner des éléments sur typiquement les modalités de recrutement, le ressenti aussi personnel de ce cheminement-là, et éventuellement les premières missions que vous avez occupées. Tout ça, c'est en 5 minutes par personne. On va essayer d'être assez raccord sur le timing. Je vais poser ma question à Alexandre Melou en premier. Donc, Alexandre, est-ce que tu peux nous redécrire en 5 minutes ton projet professionnel à l'issue de ton doctorat, et le ressenti, et les premières étapes de cette carrière post-thèse, juste après ta soutenance? Alors, avec plaisir, hein, on est là pour ça. Alors, du coup, effectivement, moi, alors j'avais un profil un peu particulier parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis pharmacien et du coup, j'ai fait ma thèse pendant mon internat de pharmacie. Et donc, on a un statut particulier puisqu'on est à la fois assimilé, du coup, fonctionnaire à l'hôpital et on a toujours un statut d'étudiant. Et donc, le problème qui se posait à la sortie de la thèse, du coup, au moment du diplôme, c'est que finalement, on n'a pas le droit au chômage. Donc, effectivement, là, il y a eu une grosse période de stress puisqu'il fallait trouver du travail très rapidement. Mais du coup, voilà, il ne faut pas hésiter à prendre le temps de faire son CV correctement. Ça, vous avez des formations pour ça avec plein d'organismes et certainement l'école doctorale aussi. Et puis surtout, penser à envoyer des candidatures en amont, c'est-à-dire pas attendre le dernier moment pour candidater. Hein. C'est pas le jour du diplôme qu'on se dit « Ah, finalement, il faut que je trouve un taf ». Donc moi, c'est vrai que j'ai commencé, je pense, 6 mois avant la fin de ma thèse pour candidater sur des postes. Donc, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de candidatures spontanées. Faut pas hésiter à le faire. Hein. Sur Dijon, c'est vrai qu'on a pas mal d'entreprises de recherche clinique ou d'entreprises pharmaceutiques. Donc, j'ai balayé assez large. Bien entendu, à savoir est-ce que vous êtes mobile ou non. Hein. C'est aussi ça, des choses personnelles, des questions à vous poser. Et donc, du coup, n'hésitez pas à penser à faire des candidatures spontanées, parce que c'est pas parce que vous allez envoyer un mail que c'est pas parce qu'il n'y a pas forcément d'offres de poste qu'ils ne sont pas en train de rechercher ou qu'ils ne vont pas rechercher dans les semaines, les mois qui viennent. Donc, du coup, ça, c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser. J'ai décroché un premier entretien chez Alex Pharma, où finalement, du coup, je correspondais plutôt pas mal au poste. Tout s'était très bien passé. Ils ont mis très longtemps à répondre. Finalement, ils ont continué à essayer de recruter en parallèle plusieurs candidats, donc ce qui a fait que le temps d'attente a été très long avant d'avoir une réponse. Et finalement, c'est tombé à l'eau. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. Faut rester positif et se dire que c'est pas parce qu'il y a un échec qu'on va pas décrocher quelque chose d'autre. Et ensuite, du coup, j'ai relancé une candidature spontanée chez ICTA. Et donc, j'ai eu un premier entretien sur un poste de rédaction médicale. L'entretien s'est très bien passé, mais finalement,
ne correspondais pas tout à fait au profil qu'ils recherchaient. Mais c'est là où il faut se dire que justement, il y a toujours des portes qui s'ouvrent. Il faut rester ouvert à toute possibilité. Et vu que l'entretien s'était très bien passé, ils m'ont recontacté pour un autre poste, finalement, d'attaché de recherche clinique. Et du coup, j'ai décroché ce poste-là. Et donc, je n'ai pas eu de coupure entre le dernier jour de ma thèse, la fin de mon contrat et le premier jour de mon poste. Donc, comme quoi, faut tenir bon la barre. Tout se déroule finalement bien quand, quand on a les bonnes opportunités, effectivement, qui s'ouvrent à certains moments. Donc voilà, je pense que c'était les choses les plus importantes à dire. Penser que effectivement les candidatures spontanées, c'est important. Et puis pas baisser les bras finalement sur ces recherches-là d'emploi. Il y a plein d'opportunités et il faut se préparer. Ça c'est des choses qu'on vous dit systématiquement, mais on adapte son CV à l'entreprise à laquelle on envoie. On ne fait pas un CV pour toutes les entreprises. On fait une lettre de motivation personnalisée. On se renseigne sur l'entreprise avant d'y aller. C'est toutes des petites clés qui vont vous permettre de décrocher le job et de voir que vous êtes intéressé et motivé pour occuper ce poste-là. Est-ce que tu peux nous décrire en 1 minute ce poste d'attaché de recherche clinique que tu as obtenu chez ICTA, ce premier poste? Alors, ce premier poste, effectivement, alors c'est encore un poste un peu différent des 3 qui ont été détaillés tout à l'heure, hein, parce que du coup, moi, j'occupais un poste d'arc-siège. Donc, du coup, j'étais… Ah, tu connais pas Adrien, on en discutera tout à l'heure. L'arc-siège, finalement, il va il va rester sur place, il ne va pas aller se déplacer dans les centres hospitaliers. Voilà. On faisait le lien. Donc, ICTA, ça reste une CRO, hein, comme l'a décrit tout à l'heure Alexandre Malouvi, hein. Donc, on est au siège de l'entreprise et puis on va faire le lien justement entre le sponsor, notre client finalement, celui qui a besoin de nous pour faire telle ou telle tâche, et justement les techs, les arcs délocalisés qui vont être qui vont aller récupérer les informations dans les centres hospitaliers, etc. Donc là, c'est plus un travail administratif. On va plutôt être vraiment l'exécutant du chef de projet et voilà, aller recueillir demander des feuilles de suivi pour nos patients, etc. Faire les commandes de médicaments, tout ce que le centre va pouvoir avoir besoin pour justement subvenir aux besoins de ses patients. Super, merci beaucoup Alexandre pour ce premier moment de témoignage sur le juste après la soutenance et l'accès au premier poste. Je vais maintenant me tourner vers toi, Adrien. Toi, tu as une expérience aussi d'attaché de recherche clinique dans le public. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement, toi, ton après-thèse, ton projet de carrière et justement cet accès-là? Yes. Moi, je voulais m'arrêter dans tous les cas après la thèse par rapport à la recherche fondamentale. Et comme Alexandre, j'ai commencé à chercher 6 mois avant la fin de ma thèse à rentrer dans la recherche clinique. Et du coup, j'ai postulé au début dans plein de CRO, justement, des boîtes privées qui ne voulaient pas me prendre parce que je n'avais pas d'expérience, etc. Et j'ai commencé après à tenter ma chance à l'hôpital. Donc, quand on dit les centres, souvent ce sont des hôpitaux ou des cliniques privées, comme le centre Georges-François Leclerc, par exemple, à Dijon. Et là, j'ai eu la chance, c'était une offre que j'avais trouvée sur le LEEM, c'est les entreprises du médicament. Et du coup, j'ai tenté ma chance. Il y avait une offre à l'hôpital Cochin à Paris. Moi, j'avais fait une grande partie de mes études là-bas. Je pouvais y retourner, j'étais mobile, pas de problème. Et du coup, j'ai commencé, donc pareil, juste après avoir soutenu, en fait, j'ai soutenu mi-décembre. Et au 1er janvier, j'ai commencé comme attaché de recherche clinique hospitalier ou tech, ou nous, on les appelle dans la boîte study coordinator. Donc, il y a plein de noms différents, mais c'est toujours la même chose. Et là, du coup, ouais, je faisais l'interface entre les patients, les médecins, comme j'expliquais tout à l'heure, et j'essayais de mettre en place tout le protocole au niveau de l'hôpital. Donc voilà. Et je suis resté dans cette entreprise, à l'hôpital à peu près 1 an avant de pouvoir basculer
dans le privé. Et en parallèle, j'ai fait une formation, justement, on en parlait tout à l'heure, et j'ai fait le DU, diplôme universitaire de l'Université de Bourgogne. Et donc là, on avait des intervenants qui venaient de chez ICTA, donc c'est une CRO à Dijon, et des attachés de recherche clinique hospitaliers de l'hôpital de Dijon et des urgentistes. Il y avait beaucoup d'urgentistes dans cette formation parce qu'ils faisaient plein de protocoles aux urgences de Dijon, donc ils nous ont expliqué tout ça. Ça, c'était assez sympa. C'était un jour par mois ou deux, je ne sais plus, le format, pendant 6 mois. Grosso modo, la formation. Et en attendant, moi, je bossais à l'hôpital à Paris. Et juste avant, du coup, avant de te lancer dans le public, tu me disais que tu avais fait tu nous as dit que tu avais fait des candidatures pour des CRO et que ça n'avait pas fonctionné. À ton avis, pourquoi? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que les CRO, ils veulent des gens qui ont de l'expérience, qui ont des diplômes de dingue, qui parlent anglais parfaitement, etc. Et moi, il me manquait l'expérience parce que je n'avais pas d'expérience en tant qu'attaché de recherche clinique. Et donc, il y a d'autres formations. Là, je vous ai parlé du DU de Dijon, mais il y a des formations accélérées en 2 mois où après, les CRO sont très preneurs des gens qui sortent de ces formations. Donc, il y a Subsanté, Mediax, il y en a plusieurs. Là, c'est une espèce de formation boostée où derrière, on peut avoir des postes assez facilement. Moi, ce qui me manquait, c'était l'expérience. Comme d'habitude, quand on commence, on veut qu'on ait tout de suite de l'expérience. Et là, le doctorat ne suffisait pas. C'est pour ça que j'ai basculé à l'hôpital pour après retourner dans le privé. Il y a un truc que tu m'avais dit aussi quand on avait préparé un peu l'afterwork, c'était dans ta façon potentiellement de te présenter aussi auprès des entreprises. Je te laisse. Je ne sais pas si on pense à la même chose. Oui, je crois. On a tendance, quand on sort de thèse, à vouloir parler de son sujet, expliquer le titre et tout ça, mais en fait, ils n'en ont rien à fiche. Ce qui les intéresse, c'est vraiment de compétences transversales, et c'est ça qu'il faut mettre en avant dans les CV et dans vos interviews, là, quand vous faites des entretiens, voilà. C'est parler anglais parfaitement, savoir faire des synthèses, lire de l'anglais, ça, c'est hyper important. Nous, on travaille tous dans des boîtes internationales où il y a souvent les chefs qui sont aux US ou au UK. Et du coup, ce genre de compétences-là sont très appréciées. Et après, les compétences organisationnelles, de prévision des choses, d'anticipation, d'organisation, ça, c'est des choses qui sont très importantes et à mettre en avant. Et si vous avez participé à des choses comme, je ne sais pas, donner des cours à la fac, tout ça, il faut en parler. Bien plus que de votre sujet très pointu. Donc, c'est vraiment les compétences transversales qu'il faut mettre en avant. Soyez attentifs à vos compétences transversales et transférables et sachez les valoriser. C'est mon grand cheval de bataille à moi. Merci Adrien. Du coup, je laisse la parole à Alexandre avec sa casquette de Alexandre Malouvier qui travaille chez Icon. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu aussi, toi, ton expérience, en tout cas ton après-thèse, comment ça s'est passé quand tu as commencé dans le métier de la recherche clinique? Oui, bien sûr. Alors là, je reviens sur ce qu'a dit Adrien. Votre sujet de thèse, tout le monde s'en fout, personne n'ira jamais vos papiers. Et il faut savoir que quelqu'un qui a fait un doctorat, il résiste à l'apocalypse zombie. Donc, ce que vous allez vendre, c'est tout ce qui vous a permis d'arriver au bout de votre thèse. Et ça, c'est extrêmement vendable, management de projet et ainsi de suite. Alors, je pourrais parler pendant des heures comme l'autre Alexandre. Je vous ai mis un lien vers un post LinkedIn que j'ai fait où j'explique comment on trouve un premier emploi dans l'industrie pharmaceutique. Alexandre a dit plein de choses qui sont très vraies, mais je trouve génial la façon dont il les a présentées et vous retrouverez les mêmes éléments. Alors moi, c'était un petit peu différent parce qu'en fait, j'ai démarré dans la vie avec un petit peu de hobby. Je voulais être astronaute, donc c'était l'espace, et je m'intéressais beaucoup aux champignons parce que je viens d'une famille périgourdine. Et quand on s'intéresse aux champignons et qu'on expérimente, évidemment, et là je ne parle pas des hallucinogènes, je parle de ceux qu'on veut manger, faut avoir quand même quelques notions de tox. Donc en fait, j'ai toujours fait en parallèle mes études
pour faire un doctorat de physiologie spatiale et la toxicologie qui était une sorte de violon d'Ingres. Alors, j'ai commencé par un échec, je me suis planté en médecine comme beaucoup à mon époque, et je pense que mon expérience n'est pas tellement transposable parce qu'on parle d'il y a 30 ans quand même, donc c'était pas nouveau. Donc, je me suis planté en médecine parce que je voulais être ce qu'on appelle payload spécialiste sur un vol navette spatiale. J'ai donc après fait une thèse en physiologie spatiale, donc j'ai étudié les effets de la gravité sur le squelette. J'ai eu la chance extraordinaire de faire un postdoc de 4 ans à la NASA. J'ai été sélectionné comme astronaute sur la mission SLS-3 et 2 semaines après avoir été sélectionné, la mission a été annulée. Donc, c'est posé la question de savoir est-ce que je continue comme tous les postdocs, de postdoc en postdoc jusqu'à la fin de ma vie pendant 20 ans, ou est-ce que on fait autre chose. Donc, on a décidé de rentrer en France. On était en Californie, dans la Silicon Valley, au moment de l'explosion d'Internet, donc ce qui était intéressant, et ce qu'on retrouve maintenant avec l'IA d'ailleurs. J'ai refait un postdoc à l'Agence spatiale européenne et puis alors là c'est totalement par hasard, c'était à l'époque ça s'appelait l'ANPE, donc c'est Paul Le Poulpe ou France Servage comme vous voulez, et l'annonce c'était quelque chose de très simple, c'est recherche docteur médecine biologie pharmacie trilingue. Et comme je savais ce qu'était la recherche clinique parce que j'avais étudié, c'est comme ça que j'ai eu mon premier poste d'arc en pharma. Et après, j'ai continué mon chemin du côté des données de santé en virale, ce qu'on appelait à l'époque les phases 4, qui n'étaient pas très à la mode, mais qui, moi, me plaisaient beaucoup parce qu'on pouvait être créatif. Et j'ai continué mon chemin, donc je suis devenu chef de projet, directeur de projet, puis je suis passé aux affaires scientifiques, ce que je fais aujourd'hui un petit peu. Et donc, je suis un spécialiste des données de santé en vie réelle. Je m'intéresse, qui sont l'avenir de la recherche clinique, d'ailleurs, surtout en France, avec le système national des données de santé. Je me suis intéressé à tout ce qui était technologie, parce que, oui, quand vous êtes passé par la Silicon Valley, forcément, vous êtes contaminé. Donc, je suis un spécialiste de ce qu'on appelle l'e-clinical et de l'intelligence artificielle. Donc, voilà où je suis aujourd'hui. Et sans mon doctorat, très clairement, je ne serais pas dans le poste que j'occupe aujourd'hui. Donc ça, c'est toujours un investissement. On pourra y revenir tout à l'heure. Merci Alexandre. Alors là, tu as même presque brûlé les étapes parce que j'allais vous interroger sur votre progression de carrière, parce qu'il me semble que le doctorat est un bon catalyseur dans la carrière, dans les métiers de la recherche clinique et d'ailleurs ailleurs. Adrien, est-ce que tu saurais en premier, on repart de ton poste à Paris en tant qu'attaché de recherche clinique dans le secteur hospitalier, dans le secteur public. Est-ce que tu peux nous redire peut-être ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu dans ce poste et comment tu en es venu justement à évoluer dans une carrière plutôt dans les CRO et dans le privé? Et puis, nous détailler un petit peu plus les missions et puis ce que jusqu'à l'évolution à ton poste actuel. Ok. Donc, à l'hôpital Cochin, ce que j'aimais beaucoup, par exemple, c'est que là, j'étais vraiment en interaction avec les patients. Alors, dans un sens, c'est génial et hyper passionnant. Les patients, je les accueillais, je leur expliquais le protocole, alors que ce n'était pas à moi de le faire, mais normalement les médecins. Et, et après, je les emmenais voir les médecins, enfin, ils passaient avec les infirmières. En fait, on accompagnait vraiment le patient quasiment dans chaque service pour qu'il fasse tous ses bilans, etc. Et moi, je les accompagnais même jusqu'à la radiologie où il y avait la biopsie qui était effectuée sur place. Et moi, j'étais avec mes petits tubes et mon azote liquide, ma bonbonne, et j'assistais à l'opération, grosso modo, jusqu'au jour où il n'y avait pas d'interne. Et il est venu chercher en backstage quelqu'un. Et là, c'était assez drôle. C'était oui, toi, tu as quel niveau d'études? Les médecins, voilà, certains niveaux. Toi. Ah, toi, tu as un doctorat? Oui, mais pas en médecine. Non, mais tu viens, tu vas faire l'assistant. Super. Donc voilà, avec mon patient qui me voit. Ah, mais vous êtes là, Adrien? Oui, je fais tout, même l'opération. C'était assez épique, quoi, c'est l'hôpital. Et j'aimais beaucoup ça. C'était vraiment très sympa. Et les relations avec les médecins étaient aussi chouettes parce qu'ils ont des défauts, mais des qualités fantastiques. C'était très, très impressionnant. Et donc voilà, j'aimais beaucoup ça. Après, ce que j'aimais moins à l'hôpital, par exemple, c'était les journées à rallonge. On sait à peu près l'heure à laquelle on arrive, parce qu'on a tous les matins une réunion avec le service, les médecins et les collègues, tout job confondu dans le service. Et après, il y a les patients qui commencent à arriver et la journée s'enchaîne et on ne sait pas du tout à quelle heure on va pouvoir sortir, même manger. Donc,
c'est costaud. Et moi, j'ai cherché à partir assez rapidement de l'hôpital parce que j'étais à Paris, je ne voulais pas rester vivre à Paris 107 ans. Et je savais qu'au niveau perspective d'évolution, pour continuer, il fallait passer dans le privé et surtout avec un doctorat, le public m'offrait pas grand-chose. Donc après, j'ai réussi, du coup, j'avais postulé depuis plusieurs années. 6 mois avant de finir ma thèse, j'avais déjà commencé à postuler dans des CRO. Et il y en a une dans laquelle j'avais postulé, en fait, qui s'est plus ou moins rappelée de moi. Et 9 mois après avoir commencé dans attaché de recherche clinique hospitalier, du coup, ils se sont dit, ah bah c'est bon, lui, il a son diplôme, il a une expérience, comme ce que tu expliquais, Alexandre. Et du coup, ils m'ont pris. Donc ça, c'est une société qui est à Lyon, MedPace. Ils accueillent beaucoup de jeunes docteurs parce que les jeunes docteurs, on leur coûte 0 pendant 2 ans. Il y a une prime de l'État, ils nous embauchent à un certain prix et en fait, ils gagnent le double. Donc, c'est gratuit pour eux, voire même ils gagnent de l'argent sur notre dos. Donc, voilà. Donc, après, ils se disent, ouais, on vous forme et tout. Oui, oui, c'est génial, mais voilà. Donc, ils m'ont formé pendant presque 6 mois quand même. Et après, j'ai commencé à bosser. Je suis resté chez eux 2 ans. Donc, ça, c'était MedPace à Lyon. Là, j'étais ARC, du coup, CRO junior. Et après, j'ai basculé chez PRA à l'époque, qui était une autre CRO qui s'est fait racheter par Icon, pour laquelle travaille Alexandre. Et qui s'est. Donc, voilà. Et là, je suis resté chez Icon 2 ans. Je suis passé, du coup, en changeant de boîte, j'étais junior, je suis passé ARC niveau 2, il y a des niveaux. Et en interne, chez Icon, je suis passé ARC senior. Tout ça en 3 ans. Et ça, c'est vraiment un plus, c'est le doctorat, parce que la plupart de mes collègues qui sortent de master, il leur faut 5 ans d'expérience souvent pour arriver senior. Moi, vu que ça dépotait, c'est monté très vite. Et après, du coup, 1 an et demi chez Icon, PRA Icon, j'ai réussi à me faire recruter en interne, donc dans le laboratoire pour lequel je travaillais, qui s'appelle MSD, qui est un laboratoire américain énorme et l'un des leaders en oncologie et en immunothérapie. Et là, c'est pareil, clairement, pour vous expliquer, mon équipe, on est 300 en France en recherche clinique, tout confondu. Et l'année dernière, ils ont recruté que 3 personnes en interne, chef de projet, tout confondu. Et c'est vrai que là, le doctorat était un plus extraordinaire parce que les 2 autres qui ont été recrutés, ce sont des pharmaciens. Donc voilà, je pense que les labos, si on n'est pas pharmacien ou docteur, c'est très très compliqué de rentrer parce qu'ils adorent ça, ça leur donne vraiment un statut aussi. Et eux, ce qui les intéresse, les labos, c'est pas notre activité vraiment d'interaction avec l'hôpital. Là, c'est de faire des formations et tout ça, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Et puis, ils cherchent surtout, ce qu'ils m'ont dit, les leaders de demain. Donc, en fait, c'est le début pour eux d'embaucher des docteurs. En fait, c'est pour les faire monter après dans le labo, pour arriver peut-être comme Alexandre Magouvier à des fonctions de direction, etc. Donc, voilà la progression possible dans la recherche clinique qui est vraiment incroyable pour les docteurs et qui va en plus très, très vite. Merci beaucoup, Adrien. Alors là, je laisse la parole à Alexandre Malouvier, cette fois. En même temps, est-ce que tu veux rebondir parce que tu nous as déjà amené beaucoup de choses sur déjà ta progression de carrière. Est-ce que toi, tu as des choses à dire par rapport à ce que vient de dire Adrien sur la progression de carrière au regard de ton expérience et aussi de ton œil un peu témoin en tant que membre de l'AFCRO? Est-ce que ça se vérifie encore cette progression de carrière plus fulgurante chez les docteurs? C'est une évidence. Donc moi, je suis un petit peu atypique parce que je suis passé directement d'ARC à chef de projet. Donc j'étais dans une pharma, je suis passé dans une petite CRO française qui n'existe plus et dont je ne veux pas parler. Et après, du coup, une fois qu'on est chef de projet, c'est fini, y a pas on recule pas. Donc moi, j'ai continué d'avancer. Là où j'étais un petit peu, j'ai eu du nez, mais sans le savoir, c'est que j'ai toujours fait, je suis toujours allé vers ce qui m'intéressait. C'est-à-dire que j'ai les données, les études de phase 4, qui étaient les études un petit peu épidémio, m'intéressaient parce alors j'ai commencé hardcore, hein, j'ai fait de la phase 2-3 en oncologie. Donc, une fois que vous êtes passé par ça, vous avez passé à travers tout. C'est ce qu'on demande, c'est la noblesse de la recherche clinique, c'est l'onco. Donc, j'avais fait ça. Et après, je me suis intéressé aux études en vie réelle parce que c'était là où il y avait vraiment de la créativité. On pouvait faire des choses marrantes. Ce n'était pas les mêmes règles. On était un petit peu des corsaires au milieu de la Royale. Donc, je trouvais ça sympa.
Et là où j'ai eu du bol, c'est qu'en fait, ces méthodologies qui ont été mises au point par les études en vie réelle, donc le remote site management, donc le management des sites à distance, les études décentralisées, toutes ces choses-là, en fait, sont devenues maintenant le cœur de la recherche clinique. Donc, du coup, j'étais un expert avant l'heure. Et de la même manière, pour l'intelligence artificielle, ce qui est en train de chambarder complètement pas uniquement la recherche clinique, d'ailleurs, c'est en train de révolutionner la façon dont on bosse. Il y a des concepts comme le concept de Centaure ou d'arc augmenté que j'ai développé un petit peu, qui arrivent. L'IA va changer la façon dont on bosse. Et moi, ça fait 10 ans que je fais de l'IA par intérêt. Donc, ce que je conseille aux gens, c'est d'aller toujours vers ce qui vous intéresse, quoi que ce soit la qualité, la pharmacovigilance. Si vous faites ce que vous aimez, vous aurez toujours un moment une opportunité d'aller vers l'avant. Donc moi, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Et oui, je ne pense pas que je serais actuellement l'expert que je suis devenu si je n'avais pas un doctorat. Donc ça, c'est une absolue certitude, ne serait-ce que parce que ce que j'ai appris à la fac, c'est la façon de travailler, la façon d'approfondir un sujet. Donc, je travaille de deux manières, parce que j'ai été chef de projet. Il y a le côté soldat, général. On agit au quart de tour parce qu'il faut réagir à tout ce qui se passe sur une étude clinique. Et après, ça, c'est le court terme. Et puis, il y a le long terme. Et c'est là où je dirais, notre formatage universitaire est intéressant. C'est qu'il nous permet de comprendre sur le long terme ce qui se passe et d'avoir une vision sur les choses qui arrivent. Merci Alexandre. Alors, je laisse la parole à Alexandre, l'autre. Alors, Alexandre, toi, du coup, tu as un parcours atypique parce que finalement, tu es repassé dans le secteur académique et je trouvais intéressant de convoquer ton témoignage parce que finalement, on se rend compte que dans nos participants, on a pas mal de gens qui se posent encore des questions sur est-ce que je reste dans la recherche académique ou est-ce que je me lance dans le privé. Je pense que toi, tu as eu un pied dans les deux. Maintenant, tu es retourné dans l'académique. Donc, je trouverais intéressant que tu nous évoques un petit peu ce passage, quelle opportunité tu as eue, et puis peut-être avoir un recul sur les deux univers. Alors oui, bah, tout à fait. Donc moi, ça va rejoindre un petit peu entre Adrien et Alexandre ce qui a pu se passer, effectivement. Donc moi, quand j'ai passé mon entretien chez ICTA, justement, pour le post-doc, bien entendu, avec un doctorat, on aspire aussi à un moment donné à évoluer. Donc du coup, dès l'entretien, il y avait eu des échanges pour dire qu'effectivement, moi, je trouvais que c'était très intéressant et c'est pour ça que c'est quelque chose, je pense qu'il est important de retenir ce soir, c'est quand même de se dire que ne vous cantonnez pas à vous dire le poste qu'on me propose, du coup, il n'est pas en adéquation avec mes compétences. Si on vous propose ce poste-là, moi, il a été très utile puisque du coup, pour évoluer après dans la carrière, du coup, il faut savoir de quoi on parle. Quand on veut manager une équipe, il faut savoir qu'est-ce qu'on leur demande, quel est le temps qu'il va falloir faire pour faire telle tâche, quelles sont les complications qu'on va pouvoir avoir, à quelles problématiques on va pouvoir se confronter. Donc finalement, ce poste d'art qui m'a été très, très utile dans mon évolution de carrière derrière. Donc effectivement, avec mon doctorat et mon statut de pharmacien, parce que Adrien disait qu'effectivement, ça t'est utile. Oui, c'est très utile d'avoir un statut de pharmacien dans les laboratoires et dans les CRO aussi. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, j'ai pu évoluer très rapidement, puisque au bout de 10 mois, je suis passé chef de projet. Donc là, c'était effectivement une opportunité qui s'est ouverte à moi, mais parce que, comme tu l'as dit, Alexandre, effectivement, je me suis intéressé dès que je suis arrivé à tous les aspects que les chefs de projet pouvaient gérer. Donc, j'avais mon poste, mais je m'intéressais à tout ce qui pouvait graviter autour. Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on gère un budget? Comment est-ce qu'on va discuter avec le client, donc participer à des réunions, etc. Et donc, tout ça, donc, des choses qui nous intéressent, nous permettent justement après de répondre à des postes qui s'ouvrent à nous à certains moments de la vie. Donc, ce poste de chef de projet, justement, là, je me suis éclaté. Donc, là, on voit que c'est différent. Donc, effectivement, il y a, comme tu le disais, Adrien, il y a aussi des compétitions, puisqu'en fonction de, OK, moi, ça faisait que 10 mois que j'étais là, je passe finalement le chef de mes anciennes collègues. Donc là, ça crée des tensions. Donc, c'est normal. Mais il faut s'adapter et je pense que le doctorat, effectivement, nous permet aussi d'avoir des compétences transverses qui nous permettent justement de nous adapter à toute situation. Et donc, effectivement, là, c'est vraiment du management d'équipe, de la communication. C'est souvent quand même
une compétence qu'on oublie de mentionner, mais la communication est essentielle dans la majorité des métiers qui existent, hein. Donc, ça, c'est vraiment important. Adrien parlait tout à l'heure de l'anglais. Effectivement, il faut parler anglais pour pouvoir, je pense maintenant, dans quasiment tout poste qu'on peut occuper, il faut savoir parler anglais parce que du coup, ou l'écrire, le comprendre, le lire, c'est des choses qui sont indispensables. Effectivement, quand on travaille en CRO notamment, on va travailler avec des laboratoires internationaux et si on a un sponsor américain ou anglais ou allemand et que du coup on ne parle pas allemand, ça va être l'anglais qui va se retrouver sur la table. Donc il faut pouvoir échanger en anglais. Donc ça, c'était plutôt, moi, voilà, vraiment, c'est un peu ce que j'ai occupé avec grand plaisir, parce que j'ai beaucoup aimé manager les équipes, discuter aussi énormément et construire un protocole avec le sponsor, construire les cahiers de recueil de données, etc., apporter l'expérience justement qu'on a eue en tant qu'ARC, des données que le sponsor demande toujours, mais qu'on ne va jamais récupérer et surtout qu'il ne va rien en faire derrière. Donc, essayer de lui faire comprendre que ça ne sert à rien. Donc, éviter de perdre du temps à essayer de recueillir des données qui ne nous serviront pas derrière. Donc, tout ça, c'est des choses, effectivement, on apprend de l'expérience et c'est ce qui permet aussi de réaiguiller les échanges. Il y a quand même des moments de tension, hein, donc tous les sponsors ne sont pas forcément ultra faciles à gérer, hein. Moi, j'ai eu des gros soucis avec un sponsor, avec la boule au ventre à chaque téléconférence, etc. Donc, il faut se dire que ce n'est pas forcément facile, mais a posteriori, finalement, là où j'ai eu le plus de stress avec le sponsor, c'est là où finalement j'ai eu les meilleures félicitations à la fin de ce client-là. Donc, faut aussi prendre sur soi. Donc, ils ont tendance à nous rebasculer le stress qu'on leur met d'en haut à leur prestataire, justement. Donc, ça, c'est aussi des choses qui s'apprennent. Et puis, effectivement, pendant que j'étais du coup chef de projet, j'ai une connaissance de l'université qui m'a recontacté en me disant, il y a un poste qui s'ouvre. Du coup, n'hésite pas à candidater. Et effectivement, dans mon projet professionnel au départ, pourquoi j'avais construit toutes ces études, ce doctorat, c'était effectivement pour devenir enseignant-chercheur. Et il y a très peu de postes, notamment dans la discipline dans laquelle on a notre doctorat. Donc, clairement, moi, la physiologie, je savais que si je ne prenais pas ce poste-là, après, il faut attendre pendant 15 ans. Donc, je me suis dit, je tente ma chance. J'ai tenté ma chance, j'ai eu le concours. Donc, du coup, au moment où là, il a fallu faire le choix, ça a été compliqué, effectivement, parce que je me plaisais énormément dans le poste que j'occupais chez ICTA. Bon, je me suis dit que je tentais ma chance dans l'académique, on verrait bien ce que ça allait donner. Et au pire, je pourrais retourner dans les CRO, il n'y avait pas de problème là-dessus. Je pense que si je renvoie mon CV aujourd'hui, je pense que je suis rembauché dans la seconde. Donc, du coup, il faut aussi tenter sa chance. J'ai perdu ce que je voulais dire parce que j'ai pensé à un truc. Oui, pourquoi est-ce que du coup, j'ai aussi voulu retourner dans l'académique? Parce qu'effectivement, dans les CRO, c'était un boulot qui était très administratif. J'étais derrière mon écran toute la journée, hein. Donc, ça, c'est quelque chose où je n'avais pas l'habitude et je ne suis pas quelqu'un de sédentaire. Donc, du coup, j'avais un peu de mal. Et du coup, effectivement, l'enseignement me manquait beaucoup. Donc, je faisais des formations à des arcs, etc. Donc, OK, mais c'est quand même pas la même chose. Et puis, le côté recherche, clairement, OK, on fait de la recherche clinique, mais clairement, c'est quand même pas la même chose que quand on est à la paillasse. Et ça me manquait énormément. Donc, c'est pour ça que je suis revenu aussi à de la recherche plus fondamentale, qui finalement fait peut-être moins avancer le monde à l'heure actuelle, mais petit à petit, c'est aussi grâce à ces petites briques fondamentales qu'on va faire évoluer aussi la recherche clinique derrière. Donc, voilà comment j'en suis arrivé ici. Merci beaucoup, Alexandre. Moi, ce que je retiens là de vos 3 témoignages, c'est quand même que le doctorat, c'est pas forcément ce qui donne le Graal quand on accède au métier de la recherche clinique. En revanche, c'est un énorme catalyseur de progression de carrière. Et surtout, dans vos 3 expériences, vous vous êtes beaucoup investi. Vous avez redéveloppé et remobilisé la curiosité qu'on attribue souvent aussi au profil de doctorants et de docteurs, puisque vous vous êtes intéressé à d'autres activités, d'autres missions, et vous vous êtes donné les moyens. Vous avez une forme de travail et de force de travail que vous avez pu réexploiter et remobiliser dans le cadre de vos activités en parallèle de ces missions premières
pour pouvoir sortir votre épingle du jeu et accéder à des postes auxquels vous n'auriez pas forcément pu prétendre avec un autre profil. En tout cas, moi, je vous félicite pour vos carrières. Ce retour, j'aurais des questions potentiellement, mais je vois qu'il y en a déjà pas mal dans le chat. Alors, je ne veux pas prendre le temps des participants. Je vous les poserai après au pot de convivialité. Je rappelle qu'à l'issue de l'événement, on retrouvera Alexandre Mélou et Adrien Quiles. Donc, restez en ligne et puis restez aussi en direct à Dijon. Retrouvez-nous en fille en père à Gabriel à 19h. Petit teasing. Passons peut-être à la troisième partie parce que je vois que le temps tourne. On en a déjà parlé, mais là, j'avais envie qu'on refasse un peu le focus sur le doctorat. Qu'est-ce que, en 2 minutes par personne, comment vous diriez que le doctorat peut être une plus-value dans la carrière? Quelles sont les compétences? On a eu quelques questions là-dessus, vous en avez déjà un peu parlé, mais résumez les compétences clés que détient un docteur et qui peut faire la différence sur des carrières dans les métiers de la recherche clinique. Alors là, je vous laisse choisir qui répond en premier, je n'ai pas d'ordre particulier. Qui veut prendre la parole? En 2 minutes. Je vais me lancer, je dirais que la méthodologie qu'on apprend pendant notre doctorat est essentielle. La ténacité, je pense qu'on a tous ceux qui ont fait un doctorat savent qu'on en a chié de manière absolument incroyable pour arriver là où on est. Donc, à nouveau, quand vous faites votre CV, mettez en avant tous vos soft skills, management de projet, gestion d'équipe, animation de groupe, toutes ces choses-là. Oubliez complètement votre sujet parce que tout le monde s'en fout. Moi, j'ai mis un lien ORCID pour mes publications que personne n'est jamais allé voir. Donc, ça, faut ravaler sa fierté. Et je dirais 3 choses, dont 2 qui ont déjà été dites par Alexandre. Il y a une période de deuil. C'est-à-dire que quand on bascule d'une carrière universitaire vers une carrière industrielle, il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas parce que c'est vous, comme l'a dit Alexandre, vous passez votre vie derrière un écran, ou si vous êtes arc moniteur, vous voyagez, mais en fait, tout ce que vous avez connu au point de vue intellectuel, ça va disparaître. Et c'est là où j'ai recours à la notion de Kokoro, qui est la notion, je ne sais pas si vous avez vu le voyage de Chihiro, mais dans le voyage de Chihiro, la notion essentielle du film, c'est le Kokoro, comment on voit le monde sans a priori. Investissez-vous dans votre boulot. Moi, j'étais un arc hyper heureux, je me suis éclaté, j'ai refait plein de choses, mais c'est un métier débile fait par des gens intelligents. Et donc, il y a une période de deuil. Il faut savoir qu'on bascule. Et Alexandre a un cas extrême, c'est le seul que je connaisse qui soit revenu à l'université, à l'enseignement. Je suis un petit peu jaloux. Mais oui, ça arrive. Il a parlé de l'anglais, oui, nous on parle de globish. Donc, quand vous avez des réunions avec vous allez passer votre vie dans des téléconférences, des visioconférences avec des gens du monde entier. Et là, moi, j'ai un gros problème, c'est que j'ai un sens de l'humour particulièrement développé. Et ça passe souvent très mal parce que vous pouvez vexer plein de monde. Donc, faut faire attention, faut se retenir. Et il y a aussi la notion de leadership. Là, je pense clairement que Adrien, Alexandre sont ce que j'appellerais des leaders nés. C'est des gens qui sont là qui ont le sens du leadership. Le sens du leadership, c'est un truc qui est un petit peu câblé. Donc, c'est pas parce que vous avez été un bon docteur que vous ferez un bon chef de projet, parce qu'il faut aussi savoir être capable d'être celui. Je fais beaucoup d'analogies militaires, mais le gars qui sort de la tranchée, les mecs derrière, ils suivent. Voilà. Et ça, c'est un truc qui s'apprend. Il y a plein de certifications que vous pouvez avoir. Donc, si vous pouvez vous spécialiser en management de projet, suivez les méthodologies, par exemple, du PMI, du Project Management Institute. Il y a des très belles certifications. Lean Six Sigma pour les process. Et n'oubliez jamais, si vous parlez anglais, de faire votre validation par le TOEFL ou le TOEIC pour avoir un chiffre. Vous arrivez avec du data. Je parle anglais, j'ai plus rien à prouver. Donc, voilà un petit peu les choses que je dirais, Candice. Merci, Alexandre. Les 2 autres, Alexandre ou Adrien, dites-moi ce que vous en pensez. Les qualités du doctorat pour les métiers de la recherche clinique. Vas-y, Adrien. Tu commences ou je commence? Vas-y. J'y vais. Moi, il y a un point aussi qu'on n'a pas dit, c'est l'autonomie. Parce que c'est des métiers, par exemple, moi, je suis 100% en télétravail à la maison, chez moi. Donc, il faut que les managers, etc., aient une confiance incroyable en nous. Et ils savent que les docteurs, on est hyper autonomes et qu'on sait bosser tout seul. Et voilà, pour les horaires de se connecter, etc. Et on ne peut pas passer à côté. Et après, oui, moi, j'ai beaucoup de déplacements. Donc, si c'est un truc d'organisation, de timing, etc., incroyable, à quelle heure on prend son train, à quelle heure on a un rendez-vous,
etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, j'ai déjà parlé de l'anglais. Les compétences transversales, il y a plein de soft skills aussi. En fait, par exemple, moi, j'avais donné des cours à la fac et ça nous aide quand même à avoir un discours avec ses collègues ou des stagiaires, les managers, etc. On sait comment présenter les choses en fait de manière la plus simple pour faire aussi passer l'information. Et ça, c'est un soft skill qui est hyper intéressant aussi quand on bosse avec l'hôpital, parce qu'on a des trucs hyper compliqués et en fait, on leur demande de le faire, mais il faut arriver à le faire passer de manière sympa et pour qu'ils fassent les choses qu'on leur demande en tant que sponsor ou CRO. Et ça, c'est un point, la communication, je sais pas, la bienveillance qui est hyper recherchée dans toutes ces boîtes privées en tout cas. Voilà pour moi, autonomie, bienveillance, communication. Parfait. Alexandre, l'autre? Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, hein. Donc, je vais en rajouter. Alors, je pense que Alexandre, tu l'as dit un petit peu. Effectivement, la rigueur scientifique qu'on va pouvoir avoir va pouvoir se retransmettre après dans les compétences qu'on va pouvoir utiliser dans notre poste après dans la recherche clinique. Je pense aussi que la synthèse et l'analyse critique aussi qu'on peut avoir va permettre aussi de pouvoir évoluer un peu plus paisiblement dans les postes qu'on va occuper derrière. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, je pense aussi quand même qu'il y a quelque chose alors, je ne sais pas si on peut-être le mettre en soft skill aussi, mais du coup, la curiosité. Pour moi, la curiosité qu'on a dans notre doctorat va nous permettre aussi de pouvoir justement développer plein de nouvelles choses dans notre métier. Et ça, pour moi, c'est aussi une compétence qui est importante et qu'on acquiert pendant le doctorat. Donc, il y en a plein qui ont été dit et je suis d'accord avec toutes celles qui ont été dites, mais moi, j'aurais rajouté ces petites-là. Alors, juste dire, il faut savoir rentrer dans le moule aussi. Donc, moi, j'ai failli me faire lourder le premier mois où j'étais embauché parce que j'arrêtais pas d'ouvrir ma grande bouche. Donc, et c'est un de mes potes qui m'a sauvé en me disant tu t'écrases et tu t'attends la fin de ta période d'essai. Et je pense qu'une des choses qui nous caractérise tous les trois, ça c'est rigolo, mais c'est pas étonnant. Si je suis un expert aujourd'hui au niveau où je suis reconnu mondialement, c'est parce que je suis sorti du cadre spécifique de mon boulot. Et comme tu l'as dit, Alexandre, j'enseigne. Donc, j'ai créé 5 diplômes à l'Université de Paris, cité au Saint-Père. Et donc, le fait de faire de l'enseignement m'oblige à faire une synthèse, donc à mettre de l'ordre dans mes idées, et c'est important. Je participe à des conférences, je suis à l'AFCRO, c'est pour ça que je suis ici. C'est pas un hasard, et c'est des choses qui ont un retour sur investissement énorme et qui sont très structurantes. Donc, sortez de votre zone de confort, allez, soyez curieux, exactement ce qu'a dit Alexandre, allez voir ailleurs, et c'est comme ça que vous allez devenir un expert et que vous allez grandir. Je note aussi que finalement, derrière un même intitulé de poste dans la recherche clinique, on peut trouver des situations très variées où on ne s'ennuie pas. En tout cas, si on n'a pas envie de s'ennuyer, on peut ne pas s'ennuyer et monter les marches d'escalier les unes après les autres assez rapidement si on s'investit un tant soit peu et effectivement qu'on fait preuve de toutes les compétences que vous avez citées. Donc, en tout cas, voilà, je sais qu'il y a des questions qui ont été posées. Je pense qu'on peut facilement passer à la phase de questions parce qu'on en a pas mal. Clémence, es-tu là? Oui, alors je regarde un petit peu les questions. Il y en a certaines qui reviennent un petit peu. Il y en a beaucoup qui portent sur les opportunités pour passer dans la recherche clinique dans des secteurs précis, qui cherchent un petit peu des postes. Donc là, j'invite les personnes à consulter les offres sur les réseaux, surtout. Clémence, j'ai posté dans le chat un lien où j'explique comment trouver un premier job dans l'industrie pharmaceutique. Je pense qu'il a été vu plus de 10 000 fois et il fonctionne. Il y a une méthodologie à suivre, Alexandre en a parlé. Il faut avoir l'air professionnel, il faut faire un CV qui tient la route. Il y a plein de trucs qui tuent, bêtement. Donc, il y a une méthodologie et ça fait 30 ans que je le fais, donc elle fonctionne. J'ai mis aussi également des liens qui avaient été cités par nos différents interlocuteurs, donc n'hésitez pas à aller fouiller par vous-même aussi, hein. Vous êtes doctorant, logiquement, vous avez une capacité de gestion de l'information, donc on ne pourra pas forcément répondre ce soir à vos problématiques très individuelles et singulières. On va essayer de
de donner les grandes lignes. En tout cas, voilà, sachez qu'il y a tout un tas de sites, dont le post LinkedIn d'Alexandre Malouvier et puis tout ce que j'ai mis là dans le chat. Allez fouiller. Vous êtes également sur LinkedIn, hein, les deux Alexandre et Adrien. Oui, Donc, n'hésitez pas à vous connecter à leur profil. J'allais le dire, contrairement à moi qui ai un petit peu subi, Adrien et Alexandre ont anticipé, ils ont fait exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire 6 mois avant de se prendre le mur, ils ont commencé à chercher, et c'est exactement la bonne stratégie. Le début d'une recherche d'emploi, c'est la création du réseau sur LinkedIn, donc allez-y, on est là pour faire le service après-vente, sinon on ne serait pas là. Et on note aussi que les candidatures spontanées fonctionnent en fait. Il faut être un peu patient, mais ça fonctionne, n'hésitez pas. Et ce que je notais aussi, Alexandre, c'est que tu as, Alexandre Mélou, du coup, quand dans ton témoignage, tu as postulé, puis repostulé. Vous pouvez faire des piqûres de rappel. Oui. Et, parce que justement, 6 mois avant, on se dit toujours, c'est toujours le timing, on ne sait pas trop comment le gérer, mais 6 mois avant, c'est important de se faire connaître. Mais en même temps, ils vont me dire, ouais, mais il est dispo que dans 6 mois. OK. Mais donc, du coup, faut pas oublier de dire, oh, je vous ai envoyé un mail il y a 3-4 mois, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et pensez bien que les gens ont des vacances. Donc, typiquement, moi, j'avais envoyé mes candidatures spontanées en mai. Les vacances d'été, autant vous dire que mon CV, ça fait longtemps qu'il avait été oublié. Donc, en septembre, faut pas oublier de réactiver. Non, mais faut être les tips. faut être honnête. Non, mais c'est intéressant d'avoir aussi voilà, des petites astuces et les conseils de base, mais qu'on peut oublier. Y a-t-il d'autres questions, Clémence? Est-ce que Sophie, il y a des questions? Pardon, Adrien. Non, je pensais sur la période de temps. Là, je trouvais que c'était important de mentionner que c'est hyper important de s'y prendre à l'avance parce que c'est des process de recrutement qui souvent prennent du temps. Parce que par exemple, moi, pour changer d'un poste à un autre, à chaque fois, on a 4 mois de période de préavis. Donc en fait, pour eux, c'est un peu normal d'avoir une très grande période entre le moment où on passe ces entretiens et le moment où on arrive vraiment. Donc il y a tout un process comme ça qui est assez long. Voilà, c'était juste ça. Clémence, c'est à toi. Alors, donc, on a une question de Blandine qui demande la différence entre les affaires scientifiques et les affaires réglementaires. Ok, je la prends celle-là puisque je suis aux affaires scientifiques. Donc les affaires scientifiques, c'est un truc brumeux où on te met un expert comme ça. Donc on parle de thérapeutique expertise. Ça, c'est du buzz. Les affaires réglementaires, par contre, c'est sérieux. C'est des gens qui font je ne dis pas que je ne sois pas sérieux, hein, mais les affaires réglementaires, c'est quelque chose qui est justement réglementaire. Et là, il n'y a pas de fantaisie possible. Ouais, c'est un petit peu ça, c'est la cigale et la fourmi, quoi. Donc, tu as la fourmi qui est aux affaires réglementaires, qui suit la réglementation, qui dépose des dossiers, qui est une experte dans le domaine de la réglementation, donc qui ne les faut pas. Et ce qu'on appelle affaires scientifiques, ben, c'est tous les gens qui vont faire du conseil, donc conseil en stratégie, conseil pour les protocoles et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu la différence. Des postes affaires réglementaires, il y en a beaucoup. Des postes affaires scientifiques, il n'y en a pas beaucoup, ils sont en général des médecins. Merci pour cette réponse. Alors, et du coup, elle repose une question, la différence aussi avec les pharmaciens. Alexandre, tu es le plus qualifié, je pense. Pour les pharmaciens, mais je ne comprends pas trop la... En affaires scientifiques, la différence donc, entre les affaires scientifiques en tant que pharmacien et les affaires réglementaires, c'est ce que je comprends de la question. Oui. Du coup, effectivement, comme disait Alexandre à l'instant, en affaires réglementaires, c'est quelque chose de très carré et les pharmaciens vont jouer un rôle indispensable et énorme. Donc, c'est vrai que c'est souvent des postes qui sont assez réservés à des pharmaciens. En tout cas, c'est ce que les boîtes recherchent énormément dans les affaires réglementaires. Moi, j'ai plein de copines de promo qui sont en affaires réglementaires, effectivement, parce que justement, c'est du dépôt de dossier d'AMM, c'est la création de notices internationales pour différents pays, etc. Donc, les affaires réglementaires, ça peut être des choses qui sont plus axées pharmaceutiques, mais c'est ouvert quand même à d'autres choses. Mais du coup, les pharmaciens vont jouer un rôle important dans les affaires réglementaires. Il y a un formatage un petit peu différent en fonction des formations médecine, pharmacie ou biologie.
clairement, les pharmaciens ont plus que toute leur place en recherche clinique. Ils font en général de très bons attachés de recherche clinique, des bons chefs de projet, ils vont aux affaires réglementaires. Les scientifiques iront plus dans d'autres postes comme chef de projet et autres. Mais moi, clairement, avec ma curiosité et mon côté un petit peu bordélique, je me sentirais, même si je connais bien la réglementation, surtout des données de santé en vie réelle, c'est pas des choses qui naturellement vont m'attirer. Donc à nouveau, c'est cette histoire entre la marine, entre la Royale et les corsaires. Moi, j'ai basculé côté corsaire il y a déjà un certain temps. Les médecins, c'est encore un autre monde. Ils font en général de très très mauvais arcs parce qu'ils sont entre guillemets entre concurrence, connivence avec l'investigateur, mais ils ont toute leur place aux affaires médicales. Donc c'est à chacun. Il y a des profils qui sont plus formatés pour aller vers des postes. On a des questions un peu spécifiques sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Peut-être que il y a, alors sur on va dire les entreprises ou les entreprises CRO qui existeraient sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce qu'il y a des liens, par exemple, est-ce que sur l'AFCRO on peut avoir un annuaire par région, des choses comme ça qui existent? Donc à l'AFCRO, il y a effectivement un annuaire des CRO qui est là avec les adresses. Alors évidemment, les rois du pétrole en Bourgogne-Franche-Comté, c'est ICTA, hein, c'est une vieille boîte familiale qui est là depuis toujours et qui rayonne 40 ans. 40 ans, voilà. Ils ont fêté les 40 ans cette année. Ouais. Voilà, donc bon, c'est incontournable. Il y a quelques biotech, il y a quelques boîtes qui existent. Clairement, le gros de la recherche clinique se situe en région parisienne et à Lyon. Donc, c'est les deux grandes zones où vous allez trouver des CRO, des pharma, des biotech. Oubliez jamais les biotech et les startups. Il y a un environnement startup absolument démentiel en France actuellement autour de la santé. Donc, il faut le voir. Pas oublier aussi, il y a les CRO, c'est bien, mais vous avez aussi le LEM, donc les entreprises du médicament, qui ne peuvent pas utiliser l'acronyme LEM parce il appartient à la NASA, d'ailleurs, ce qui était très drôle, qui est le module d'alunissage lunaire. N'oubliez pas non plus le SNITEM, donc l'équivalent du LEM, mais pour le dispositif médical. C'est qu'il y a une nouvelle réglementation européenne, c'est un secteur d'avenir, il y a très peu de gens. Alors là, si vous êtes spécialiste affaires réglementaires en dispositif médical, vous émargez d'entrée à 300 cas, donc ouais, c'est sympa, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut être curieux, il faut aller chercher sur les sites de ressources, donc à nouveau l'AFCRO, le LEM, le SNITEM, puis il y a d'autres choses. Mais bon, clairement, si vous voulez trouver facilement du travail, la région parisienne et Lyon sont les deux endroits où il y a le plus d'entreprises. Et puis comme tu le disais, de télétravail qui arrive très rapidement. Souvent, on est testé un peu 1 ou 2 ans dans les entreprises, il faut aller au bureau, etc. Et très vite, en plus avec le doctorat, on nous met à la maison 100%. Et c'est des métiers où il y a beaucoup de télétravail et à 100%. Alexandre, tu es en télétravail toi aussi ou pas? Ah non, toi tu es à la fac. Moi, je suis à la fac. Donc et Adrien et moi, on est 100% en télétravail. Justement, c'était ce sur quoi je voulais rebondir en disant effectivement, c'est pas parce que le siège de l'entreprise est à Paris ou à Lyon, parce que je vois quelqu'un, Mathilde, qui était toute triste là. Du coup, il faut pas se dire que du coup, on peut pas postuler dans ces boîtes-là, parce qu'effectivement, on peut être délocalisé et puis faire du télétravail. Donc, maintenant, il y a depuis le Covid, hein, ça a quand même. Le Covid a permis quand même aux entreprises de se rendre compte que on continue à tourner même si les gens sont en télétravail. Donc il y a quand même des opportunités de poste, faut pas se limiter à ça. Et pour les sites, etc., c'est vrai que c'est pas vraiment un site où on va retrouver des emplois, mais je t'en avais parlé, Candice, hein, mais l'APEC, parce que vous allez être des futurs cadres, hein, donc du coup l'APEC, moi à l'époque m'avait aidé du coup au moins aiguiller sur certaines choses donc n'hésitez pas à aller les rencontrer. Il y a des possibilités de rendez-vous avec eux pour aider sur la recherche d'emploi. Oui, parce que l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, effectivement, qui accompagne les profils cadres tels que les docteurs ou les doctorants même, hein, vous pouvez y aller dès à présent. Et donc, c'est une association qui a une délégation nationale pour mettre en relation des profils cadres avec des entreprises. Donc, à la fois
Ils vont accompagner les profils cadres à trouver un emploi, mais ils vont aussi accompagner les entreprises à recruter. Donc, ça peut être un bon trait d'union. Ils ont aussi des carnets d'adresses, ils proposent des événements, ils proposent des entretiens individualisés, des formations. Enfin, voilà, n'hésitez pas à vous créer un profil sur le site de l'APEC. Il y a tout un tas de ressources très intéressantes sur des simulateurs de salaire, des simulateurs d'entretien, le marché de l'emploi dans votre région, sur des secteurs identifiés par mots-clés. Donc vraiment, oui, on vous invite, on le dit souvent en formation carrière, hein, on vous invite à aller voir sur le site de l'APEC, à prendre connaissance et à explorer ce site-là et à prendre rendez-vous avec des conseillers si vous en êtes vraiment à un stade où vous avez besoin d'être accompagné dans votre projet. Hésitez d'autant moins qu'ils vont vous piquer 2 à 3 euros sur votre fiche de paye jusqu'à la fin de vos jours, donc autant en profiter. Je rebondis sur juste là, une dernière remarque qui a été faite. On constate quand même, Adrien, toi, tu avais un profil écologie évolutive, pas forcément très en lien avec la recherche clinique. Là, on voit Ouais. que Monia pose la question qu'elle est doctorante en neuropsychologie. Bon, neuro, il y a déjà l'aspect neuro. Devrait suivre des formations supplémentaires pour pouvoir intégrer une boîte. Je m'intéresse beaucoup à la recherche clinique, mais je ne suis pas sûre si les neuropsychos sont recrutés dans ce secteur. Bah, si. Je pense que tous les docteurs peuvent être recrutés dans ce secteur. Moi, j'étais hyper loin de la santé. J'ai fait de la génétique, interaction entre des crevettes et des champignons. Voilà quoi. Et, c'était très très loin de la santé vraiment. Et du coup, oui, c'est cette espèce de première expérience et formation qui m'a permis de basculer. Basculer directement dans une boîte privée après la thèse, ça se peut, je pense, avec les formations accélérées, là, dont je vous ai parlé de 2 mois. Je pense que c'est possible. Et ça dépend, le marché, moi, il a beaucoup évolué parce que j'ai commencé il y a 5 ans. Et à l'époque, on ne cherchait pas beaucoup d'attachés de recherche clinique. Maintenant, c'est la folie douce. Il y a beaucoup, beaucoup d'essais qui sont lancés en France. Et oui, après les États-Unis, moi, dans ma boîte, on est leader, les Français, devant les Allemands et les Espagnols au niveau de recrutement patient, etc. Donc, ça s'est un peu libéré, donc je ne sais pas. Maintenant, si on peut basculer direct, c'est possible. Ça répond à Adrien, une question sur l'attention de recrutement, hein, justement. Il y a une question là-dessus. Est-ce que ça recrute? Je ne sais plus qui l'avait formulé comment, mais elle est colossale, donc moi c'est un sujet que je connais bien. Donc vous avez plusieurs paramètres qui se sont additionnés. Vous avez le départ des boomers, coucou, vous allez payer ma retraite. Mais donc tous les responsables sont en train de partir à la retraite s'ils ne sont pas partis. Il y a une grande démission, elle est réelle. Moi j'ai perdu au moins, enfin j'ai pas perdu, j'ai 8 de mes potes qui sont allés cultiver des chèvres dans le Larzac ou faire de la thérapie avec les cailloux, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de gens qui par perte de sens sont partis. La Covid-19 a eu des effets. C'est des métiers qui sont peu connus. Et c'est des métiers, et c'est là où il y a un problème, et ça avait été identifié par le LEM, c'est des métiers pour lesquels, et là, on l'a entendu il y a 10 secondes, les gens ne se sentent pas compétents. Et donc, ils n'imaginent pas qu'avec un doctorat, ils peuvent rentrer dans la recherche clinique. Donc, il y a toute une série de facteurs où, d'un côté, on a des gens qui cherchent du boulot, qui sont ultra compétents, et où on a une industrie qui a du mal à recruter. Et c'est là-dessus qu'on essaie de bosser, en fait. Clémence, est-ce que tu as identifié d'autres questions? Je me suis permise de rebondir parce que ça faisait le lien avec ce que je voyais. Est-ce qu'il y a d'autres questions que tu souhaiterais mettre en exergue? Malheureusement, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes. En tout cas, j'espère que là, les témoignages ont quand même éclairé un maximum de choses. Est-ce que tu identifies d'autres questions? Bah non, justement, celle que je voulais aborder, justement, c'était sur la demande d'emploi sur ces métiers-là. Donc, tu l'as fait avant moi. Pardon, je t'ai damé le pion. Problème. Et sinon, quand je regarde, non, il n'y a pas des questions. Ah si, Oui, en j'en fait, vois une. dans les dernières. J'en vois une sur l'intelligence artificielle. Quel impact est-ce que le fait d'avoir des connaissances et des compétences en intelligence artificielle apporte un avantage? C'est plus un choix, hein, je suis désolé, mais c'est mon boulot. Maintenant, moi, c'est ce que je vais faire de plus en plus. Ce qu'on va vous demander, c'est pas de devenir des data scientists pour la plupart d'entre vous, mais savoir faire du prompt engineering, c'est-à-dire savoir poser les bonnes questions et utiliser l'IA. Nos métiers intellectuels vont être intégralement transformés par l'IA, mais on a besoin d'experts parce que tout ce qui est généré par l'IA doit être vérifié par de l'humain. Donc, ce qu'il faut faire, c'est continuer de devenir des experts. Donc, je peux vous donner un exemple. Il y a une de mes collègues donc, on a en CRO, on répond à des appels d'offres. Donc, elle avait une question qui était posée par un client concernant un détail ultra technique sur les données de santé.
tous mes collègues s'étaient débinés aux États-Unis. Ils ont dit, bah, il y a le barbu de l'autre côté là qui va te répondre. Et il a 1 heure pour te répondre. Il était 5 heures du soir. Je me lève à 4 heures du matin, donc j'étais plus très très frais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai interrogé le chat Mistral, qui est une IA française. Je lui ai posé la question en anglais et j'ai fait du prompt engineering. Je dis voilà, je travaille dans l'industrie pharmaceutique, je veux la réponse à ceci. Tel est le contexte et je veux que tu me répondes de telle manière. J'ai eu en quelques secondes la réponse que j'ai vérifiée. J'ai regardé qu'il manquait rien et qu'il n'y avait pas d'hallucination dans le truc. Et instantanément, j'ai répondu à mes collègues. Je dis, ben voilà la réponse générée par de l'IA, vérifiée par le barbu. Et en fait, elle a commencé à paniquer en disant, je vais être remplacé. Je dis, non, tu ne vas pas être remplacé. La prochaine fois, c'est toi qui poses la question à l'IA. Tu me l'envoies pour vérification et je te la validerai ou pas. Donc, c'est cette façon de travailler qui va forcément changer. Si vous voulez faire de la traduction, ce n'est pas la peine de commencer le métier. Il n'y aura plus de traducteurs dans quelques années. Il y a plein de métiers qui vont être chamboulés, changés. L'IA est en train de révolutionner totalement la façon dont on bosse dans tous les secteurs de l'industrie et dans la recherche clinique en particulier. Je vous ai fait peur là. Non, je ne sais pas si Clémence, tu veux reposer une question ou si on s'arrête là. Je vois que l'heure tourne et il y a un dernier petit moment, une petite clôture fantaisie pour se dire au revoir en toute fantaisie. Juste j'avais vu un petit conseil pour quelqu'un qui galère un peu là sur ses candidatures. A priori, je me souviens. Alors, j'arrive pas à retrouver, je l'ai vu passer. Quel serait le conseil que vous donneriez à des doctorants qui seraient en train de poser leur candidature auprès d'entreprises? On y a déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais J'ai un post qui est très long à lire, qui explique tout ça. Donc, si après la lecture du post, cette personne a besoin de conseils, je serai là avec bonheur et je suis à peu près convaincu qu'Alexandre et Adrien feront la même chose. Eh ben, lisez le post d'Alexandre Malouvier qu'il a publié dans le chat. On va arrêter la période de questions. Désolée si on n'a pas pu répondre à tout. On espère qu'on a éclairé un maximum de facettes des métiers de la recherche clinique. Je vais désormais passer à la dernière partie, la partie un peu clôture. C'est-à-dire que j'ai demandé, comme à chaque fois, à chaque afterwork, j'aime bien demander à nos intervenants de faire un petit pas de côté, un petit pas fantaisie, en essayant de retracer et d'illustrer leur parcours professionnel au travers d'un choix un peu de leur environnement culturel, un film, une musique, un titre de livre, une histoire. On en a même eu un qui avait ouvert une bouteille de vin à la fin d'un des afterwork pour parler de l'assemblage et du puzzle de son parcours. Donc, je vais faire le même exercice avec vous. Je vais vous demander à chacun de nous décrire ce que vous avez choisi et de donner un dernier conseil à nos participants sur leur projet professionnel. Qui veut commencer? Peu importe. Eh bien, Alexandre, tu as parlé, c'est donc toi. Je vais te laisser partager, si tu as quelque chose à partager avec nous, te laisser partager ta référence, ta ressource. Alors, bon, on va partager l'écran, c'est pas grave. Ouais. Alors, vous voyez? Oui, on voit très bien. Oui. On dirait qu'elle est en double. Voilà. Elle l'était, mais elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus. Alors, du coup, effectivement, donc, moi, j'ai plutôt choisi une œuvre d'art parce que, du coup, je trouve que toujours sur l'art, ça reste une ouverture d'esprit et que c'est un point clé qui va être utile lors d'une thèse et dans notre futur métier, tout à l'heure, je vous ai quand même parlé de la curiosité qui, pour moi, était importante. Donc, pour moi, la culture, c'est quelque chose qui nous permet de nous construire, de s'interroger, de se remettre en question, etc. Et donc, du coup, pour être un peu original, histoire de ne pas prendre une œuvre d'art que quelqu'un ait déjà apprise, en tout cas, j'espère que ce n'est pas le cas. Du coup, j'ai choisi cette œuvre qui est finalement à l'intersection entre la photo et le street art, puisque j'aime toutes les formes d'art, mais j'aime beaucoup le street art. Et donc là, c'est une œuvre de l'artiste JR que vous devez certainement connaître. Et cette œuvre, elle s'appelle Le secret de la Grande Pyramide. Et vous en avez certainement entendu parler puisqu'il avait réalisé ça
Du coup, vous voyez ça sur la pyramide du Louvre. Donc, le secret, du coup, moi, ça m'a fait penser quand même un peu à la recherche, hein. Donc, quand il y a un secret, on aimerait bien savoir ce qui se cache derrière et découvrir un petit peu qu'il en est. Et puis, du coup, il faut aussi pourquoi cette heure? Parce que je trouve qu'elle nous permet de nous rendre compte que finalement, tout est toujours une question de point de vue. C'est-à-dire qu'en fonction de comment on va se situer, comment on va regarder les choses, bah, ok, on va plutôt voir soit le verre à moitié plein, soit le verre à moitié vide. Donc la question de point de vue, c'est quelque chose qui est vraiment important et il faut toujours prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce qu'on est en train de faire pour justement remettre les choses dans leur contexte. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette œuvre-là. Et j'ai juste, si tu m'accordes le temps, Candice, en une seconde, hein, juste Oui. présenter cette photo-là, cette image-là. Parce que du coup, ça, c'est juste pour vous faire rire, mais c'est un truc que j'avais collé dans mon cahier de labo pendant toute ma thèse. Parce que pensez bien qu'il y a toujours une toute petite partie que les gens voient, mais il y a une énorme partie que les gens ne voient pas. Et que c'est cette partie-là que vous allez pouvoir valoriser justement dans votre CV et dans votre futur métier. Donc, pensez bien que ce n'est pas parce que les gens ne voient pas que ça n'existe pas et pensez bien à valoriser ça. Voilà Merci pour Alexandre. moi. Ouais. Merci beaucoup parce que ça illustre aussi quelque chose dont on avait parlé avec Adrien en préparation. Je me souviens que tu me disais que dans les entretiens de recrutement, il y avait beaucoup de questions qui étaient en lien avec les difficultés rencontrées dans l'expérience et comment on réussit à les surmonter. Et je trouve que bah, cette image que tu viens de nous montrer, elle est édifiante par rapport à ça et que plutôt que de cacher les difficultés, bah, au contraire, sachez les valoriser. Si vous avez réussi à les surmonter, du moins, montrer justement les ressources que vous avez bah, voilà, pour surmonter l'incertitude, pour la gérer, pour faire face au stress, parce que, on en a quand même parlé aussi dans ces métiers-là. Il y a une pression, il y a un stress à gérer. Et ça, c'est des choses qui vous seront forcément demandées en entretien. Donc, merci beaucoup, Alexandre, pour ce témoignage. Qui veut prendre la suite? Je suis prête à dégainer, hein. Je vais partager mon écran. Tel quel, Peu importe, moi, Adrien, vas-y, hein. T'as Tac. une image, c'est let's plus go. facile. Faut juste que je retrouve. Voilà. Allez, Adrien, c'est ton moment. Yes, alors moi j'ai choisi le film Bienvenue à Gattaca qui m'avait marqué. J'ai fait une thèse, du coup, c'était basé sur de la biologie moléculaire, de la génétique. Et là, on est dans un monde futuriste dystopique où tout est géré par la génétique. C'est-à-dire qu'en fonction de votre patrimoine génétique, vous allez pouvoir arriver à avoir un job génial ou pas. Et donc, c'est la compétition entre deux frères. Il y en a un qui a un patrimoine génétique génial, mais aucune motivation, et l'autre qui a un patrimoine génétique pourri, mais une motivation à toute épreuve. Et du coup, bien évidemment, le héros arrive à grimper tous les échelons. Son objectif, justement, c'est de partir sur une autre planète, je crois. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup parlé parce que donc, moi, j'ai une dyslexie, dysorthographie depuis le CP. Et du coup, je partais un peu handicapé par ce truc-là. Clairement, quand j'étais gamin, on me dit que j'irais pas bien loin et tout. Puis finalement, j'ai réussi à faire un doctorat. Et puis finalement, à chaque fois, j'arrive à grimper les échelons, peut-être jusqu'à partir sur la Lune comme le héros. Donc, on va voir la suite. Mais, euh, mais voilà, tout est possible, tout est envisageable. C'est juste les soft skills que tu as pu montrer de ton iceberg qui font beaucoup la différence, en fait. Super, merci beaucoup, Adrien. Donc, le conseil, c'est persévérer, continuer, ne pas, comment dire, ne pas écouter les prédictions ou Voilà. Et se dire, bah oui, moi, quand je suis passé du privé du public au privé, par exemple, ah ouais, c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. Basculer de l'écologie à la santé, c'est pas possible. Et finalement, on arrive à faire tomber toutes les barrières si on est motivé, quoi. Parfait. Merci beaucoup, Adrien. Alors, je passe à la suite. Donc, Envoie le son, vas-y. alors attends, faut que déjà, moi, avec la technique, hein, moi, c'est pas ma compétence cœur. Et Je moi, suis c'est un sur petit peu le deux même écrans message, à la c'est le même fois. message que je vais vous donner, c'est ça prend du temps. Ne vous attendez pas à devenir, d'arriver au toit du monde parce que vous débutez, hein. Moi, je suis arrivé, j'étais un jeune con quand même et je pensais que je pouvais tout faire.
Et l'autre chose, c'est l'échec, c'est pas d'échouer en fait, c'est de pas se relever quand on est tombé. Vas-y Candice, tu as retrouvé là? Ouais, ça y est. J'y suis, Et donc moi j'ai pris Et alors, attends. 2 secondes, du coup, j'appuie, clac, et vous voyez ce que je vois. Et là, non, vous voyez je vois pas ce Gataka que je toujours. vois. Là, je repars sur la lune. Je me remets dessus, voilà. Là, vous voyez ce que je vois. Voilà. Et donc, on voit la musique. Je balance. Vous entendez? Oui. Et donc, c'est les Proclaimers. I'm on my way from misery to happiness today. Ah non, attendez. Non, là, tu m'envoies de la pub, là. Oui, pardon. Ça fait de la pub, c'est nul. Désolée. C'est pas grave. Donc, to happiness today. Ben voilà, non, c'est pas grave, c'est bon. Je pense qu'ils ont compris le message. Mais un peu moins fort pour que tu puisses parler. Non, c'est cette notion. Moi, je suis très optimiste en fait dans ma façon de vivre et oui, c'est pas parce qu'on s'est planté qu'il faut pas continuer d'avancer et le succès est au bout. Je vous laisserai découvrir la chanson en entier, c'est The Proclaimers. J'avais juste envie qu'on laisse Shrek parce que c'est toi qui m'avais dit c'est dans Shrek. Oui, c'est dans Shrek et je suis comme les ogres et les oignons, j'ai des couches différentes. Plutôt que de mettre le vrai clip, je me suis dit qu'on allait laisser ça et je vais réussir à éteindre. Voilà, on y arrive. Non, toujours pas. Clac, j'y suis. Vous me voyez. Hop, je reviens. Super, on a vraiment tout, œuvre d'art, film, 7e art, et puis la musique, c'était très complet. Merci beaucoup pour vos conseils. Je crois qu'on va devoir s'arrêter là parce qu'on a un petit peu débordé, mais c'était passionnant. Je le vois dans le chat, il me semble, Clémence, qu'on a pas mal de gens contents. Donc on est contents, vous soyez contents et contentes. On vous rappelle qu'on vous attend pour ceux qui sont à Dijon et qui ont envie de rencontrer Alexandre Melou et Adrien Quiles dans quelques minutes en paire, c'est ça, à Sciences Gabriel pour un petit pot de convivialité. Et aussi, vous pourrez rencontrer les membres de l'AJCES, donc l'Association des jeunes chercheurs en environnement santé. On n'en a peut-être pas parlé, mais l'investissement associatif en doctorat, ça peut aussi être quelque chose de valorisable. Toute l'implication. Très beau sur un CV. Tout ce que vous pourrez faire en plus de votre recherche aura un impact différenciant, sachez-le, vraiment. Donc, la motivation, l'implication, ça a du sens. Et donc, s'impliquer dans des associations de jeunes chercheurs, ça a aussi du sens. Donc, venez rencontrer l'équipe de la JCES, venez rencontrer Adrien et Alexandre tout de suite, là, d'ici 5-10 minutes, le temps qu'ils se déplacent. Et puis, nous, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci Adrien, merci aux 2 Alexandre. Je me suis pas trop trompée, ça va. Vous pouvez retrouver le replay bientôt sur nos canaux. Alexandre, on se retrouve là dans quelques minutes. Je laisse tout le monde se déconnecter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée. Et puis, j'espère à tout de suite pour ceux qui nous rejoindront au pot de convivialité. Je rappelle, Amphi Ampère, bâtiment Sciences Gabriel, 6 boulevard Gabriel. Ah, il y en a un qui est présent, super. À bientôt, merci à toutes et à tous. Merci à tous.